Comment va notre santé mentale? C'est une question que nous ne nous posons pas assez souvent. Et pourtant, la question nous concerne tous. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne sur 4 souffrira dans sa vie de troubles psychiques. Et en Afrique, 1/10 de la population en souffre déjà. Comment donc surviennent les maladies mentales et comment surtout les prévenir? Nous en parlons au cours de cette émission. Et comme invité, nous recevons le médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Avec lui, nous ferons un zoom sur cet hôpital et les services qui y sont offerts. Bonsoir mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir pour nous de vous savoir en notre compagnie à l'heure de la santé. Nous recevons ce soir, comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, Dr Saliou Salifou, médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Docteur, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Je vais bien. Et Zébé? Zébé se porte bien. D'accord. Voilà. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur le plateau de santé d'abord. Merci. C'est aussi un plaisir pour nous de pouvoir échanger sur la thématique de santé mentale. La santé mentale, ça nous concerne tous, docteur. C'est d'ailleurs le pourquoi nous sommes ici, pour en parler de long en large. Donc, selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être dans lequel la personne peut réaliser son potentiel, la personne peut faire face aux difficultés normales de la vie, la personne peut travailler et de façon à être productif, c'est-à-dire avoir des succès, et cette personne est capable aussi de contribuer dans sa communauté. Quand on arrive à remplir ces différents aspects, on peut estimer qu'on a la santé mentale. Quelles sont les causes des maladies mentales, docteur? Les causes des maladies mentales sont diverses et variées. Il y a beaucoup de causes et en fonction du type de maladie aussi. Quand on prend les maladies qu'on appelle les troubles psychotiques dans notre jargon, les causes sont variées de l'ordre de la génétique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des facteurs génétiques qui expliquent une maladie. Et il y a aussi la consommation des substances psychoactives, l'abus d'alcool, de drogue, de cannabis et autres qui peut être à la base de ces maladies. Maintenant, quand on prend les maladies comme les troubles de l'humeur, l'exemple de la dépression, les facteurs de vie peuvent nous amener à déprimer. On peut perdre une personne, un être cher et ne pas pouvoir surmonter cette perte. Voilà. On peut aussi faire une faillite dans son entreprise et ne pas pouvoir se relever psychologiquement. Donc, il y a ces facteurs qui peuvent expliquer. Maintenant, quand on prend aussi la catégorie des maladies qu'on appelle les troubles anxieux. Les troubles anxieux, c'est un trouble dans lequel la personne a une peur sans raison. Il est inquiet tout le temps sans raison. Et souvent, c'est un peu aussi l'apprentissage qu'on a. C'est-à-dire que si on vit dans un environnement qui a tendance à nous inquiéter, on peut développer l'anxiété. Je vais vous donner l'exemple d'un enfant qu'on va tout le temps effrayer. Et attention, Bibi va te manger, ceci va t'attraper, ainsi de suite. On conditionne progressivement l'enfant à avoir peur de quelque chose qui peut-être n'existe pas. Donc il y a plusieurs causes, dont l'environnement dans lequel on vit,
les événements qui nous arrivent, et puis aussi la génétique qui peuvent expliquer. Voilà. Les troubles mentaux, est-ce héréditaire? Il y a des maladies, il y a des troubles mentaux qui sont héréditaires. C'est-à-dire que si on prend par exemple la schizophrénie, et quand il y a un cas de schizophrénie dans une famille, si on fouille bien, on peut se rendre compte que il y a d'autres personnes de la famille qui ont eu à faire cette maladie. Voilà, donc il y a quand même une note de l'hérédité. Les troubles bipolaires, par exemple, il y a une note de l'hérédité. Et même les addictions, les consommations de drogue, et il y a aussi une note de l'hérédité dedans. Vous êtes d'accord avec moi que plusieurs personnes peut-être vont boire, vont prendre de l'alcool, mais c'est certaines personnes seulement qui seront taxées d'alcooliques. C'est-à-dire que c'est eux qui vont évoluer vers la maladie alcoolique. Donc ça veut dire quelque part qu'il y a des prédispositions qui peuvent expliquer cela. Vous venez de citer la schizophrénie et les troubles bipolaires. Ça doit être les types de troubles mentaux alors? Oui. Quels sont les autres types de troubles mentaux qui existent? Les autres types, bon, je les ai cités globalement. Classiquement, on parle des troubles psychotiques. Et dans les troubles psychotiques, il y a par exemple la schizophrénie, il y a la paranoïa par exemple. Voilà. C'est trop compliqué pour nous, hein, voilà. de comprendre tout cela. Et puis dans les troubles anxieux, il y a par exemple l'anxiété généralisée où la personne a permanemment peur d'un danger imminent qui ne sait même pas désigner. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne se sent pas en sécurité. Il est inquiet tout le temps pour rien du tout. Il a l'impression que quelque chose de grave va lui arriver. Voilà un peu. Et puis il y a la dépression par exemple. Et il y a voilà, on a cité les troubles bipolaires. Voilà. Vous êtes le médecin-chef de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Est-ce que nous pouvons avoir une idée des personnes souffrant de troubles mentaux que vous recevez, ceux qui sont internés actuellement chez vous? Oui, actuellement, en hospitalisation, on est au-delà de 250. On est au-delà de 250. Et s'il y a quelques aisés, on peut redescendre en bas de 250. Voilà. En hospitalisation, à part l'hospitalisation, il y a les consultations ambulatoires où on a une dizaine, voire une vingtaine de personnes conçues par jour. D'accord. Voilà. L'hôpital de Zébé a été créé depuis 1904. Qui y sont admis? Comment se porte cet hôpital aujourd'hui? Découvrons tout ceci avec le directeur du dit centre. L'hôpital psychiatrique de Zébé à Néon était un hôpital public spécialisé dans la prise en charge des patients souffrant des pathologies mentales ou liées à l'utilisation des substances psychoactives. Donc l'hôpital est placé sous la tutelle administrative du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins. C'est un hôpital qui date, c'est-à-dire que l'hôpital est créé en 1904, donc à l'époque allemande. Nous recevons les patients de toutes les contrées du Togo. Il y a aussi les patients qui nous viennent aussi des pays frères. L'hôpital est situé dans une localité aussi donnée, dans un environnement donné. Donc la population environnante bénéficie aussi des prestations au niveau de l'hôpital qui peuvent être autres que les prestations liées aux maladies mentales. Le kiné aussi qui est là, quand quelqu'un a besoin des prestations de kiné, il va y consulter le kiné. Et si ce n'est avec la subvention et que le financement sans cesse de la part de l'État, puisque regardez ce volet social là qui se dégage, des procureurs, des maires, des préfets qui viennent demander l'hospitalisation de quelqu'un, ça rentre dans le volet indigent. Mais le volet là n'arrive pas aussi à couvrir malgré les efforts de la part de l'État. Et les recettes que nous sommes censés engranger aussi, comme le volet social aussi est là, si ça surplombe ceux qui ont la capacité de payer les frais, les ménages, vous conviendrez avec moi que ça devient social et c'est avec des difficultés qu'on arrive à recouvrir les sous
pour combiner avec ce que l'État nous donne en termes de subventions. Docteur, nous sommes de retour sur ce plateau. Nous avons suivi ensemble M. Souleymane Issifou, qui est le directeur de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Qu'est-ce que vous avez à y ajouter? Je pense que le directeur a déjà tout dit. Hein. L'hôpital, vous voyez que les malades psychiatriques, souvent, c'est des gens du fait de la maladie qui sont un peu désocialisés, qui n'ont pas un travail et tout. Donc, par rapport à cela, un volet social est assez développé à l'hôpital psychiatrique de Zébé. Et il a dit, avec la subvention de l'État, on arrive quand même à gérer. D'accord. Voilà. Nous parlons tantôt de troubles mentaux, docteur. Est-ce qu'il existe aussi des facteurs de risque ou des facteurs favorisants? Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il existe des facteurs. On peut être prédisposé, ne pas faire la maladie. Donc les facteurs prédisposants. Exactement. Ça dépend de l'hygiène de vie qu'on a. Si on a déjà une prédisposition à faire les addictions, mais qu'on va vers les drogues, forcément, on va devenir addict. Si on a des dispositions à faire, par exemple, la schizophrénie, et on va vers la drogue, on va vite faire la schizophrénie. Donc, il y a quand même le mode de vie, l'hygiène de vie. Et pour être protégé, je pense qu'il faut suivre les conseils qu'on donne de façon générale pour toute la santé, c'est-à-dire faire des activités physiques régulières. Et puis, je pense qu'il faut faire des activités aussi intellectuelles, c'est-à-dire la lecture et tout ça là pour renforcer le cerveau, la mémoire et tout, afin qu'on n'ait pas des défaillances. Voilà. Nous reviendrons de long en large au cours de cette émission sur la prévention justement des problèmes de santé mentaux. Docteur, mais avant, dites-nous, à quel âge commencent généralement les troubles mentaux, les problèmes de santé mentale chez l'individu? Les troubles mentaux, les problèmes de santé mentale peuvent débuter à tout âge. Okay. À la naissance, et lorsque la personne est nourrisson, petit enfant, grand enfant, adolescent, adulte et tout, à tous les âges, une maladie peut commencer. Mais généralement, quand on prend par exemple les troubles psychotiques, c'est un peu les troubles dans lesquels la personne va entendre des voix, il va halluciner, il va voir des choses bizarres ou il va parler en des autres. Quand on prend ces affections, c'est souvent après l'adolescence que les premiers signes commencent. Et donc, c'est remarquable dans le cursus scolaire de l'enfant. On va voir que c'est quelqu'un qui réussissait bien à l'école, qui était brillant, et peut-être en s'approchant du lycée progressivement, le rendement baisse jusqu'à ce qu'il commence par accumuler des échecs. Voilà. Et au décours de ces échecs, on peut commencer par noter quelques signes, par exemple, de délire et autres. Donc voilà, on a ce genre de cas souvent et les familles vont mettre ça sur le dos de peut-être un sorcier, quelqu'un qui ne veut pas que l'enfant brille parce que bon, on a vu son étoile, on empêche son évolution et tout, alors que c'est l'évolution normale de la maladie qui vient pas à pas. Et après l'adolescence, autour de 15 et 17 ans, tous les signes peuvent être au complet et empêchant cet enfant maintenant d'évoluer sur le plan intellectuel, d'évoluer à l'école. Voilà. Vous venez d'évoquer justement les signes, docteur, dites-nous. Comment savoir qu'on a un problème mental? Quels sont les symptômes? Savoir qu'on a un problème mental, comme je l'ai dit, peut ne pas être d'abord une maladie mentale. Déjà, à partir du moment où vous-même vous vous demandez, vous vous dites que quelque chose ne va pas, c'est déjà un problème. Maintenant, si on a une maladie mentale, il y a des signes caractéristiques. Voilà. Si on prend par exemple la dépression, c'est quelqu'un qui va être triste tout le temps, pendant plus de 2 semaines, peut-être qu'il ne fait que pleurer tout le temps, ou qui a des idées suicidaires, ou
qui a mal dans tout le corps, qui ne dort pas, qui ne mange pas, ainsi de suite. Ça, c'est les signes de dépression. Maintenant, si on a plutôt les signes d'un trouble psychotique ou bien, par exemple, la schizophrénie, on va dire qu'on entend des voix. Et on voit des choses bizarres, ça peut être des sorciers, ça peut être aussi des visions. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce sens, mais il y a des gens aussi qui voient Dieu, qui entendent Dieu. Bon, on peut se dire que Dieu peut nous inspirer, mais aller jusqu'à entendre la voix ou voir en ce moment, ça questionne. Donc, on va percevoir des choses qui n'existent pas. Ça, c'est souvent dans les troubles psychotiques. Et puis, bon, pour les troubles anxieux, c'est essentiellement une peur sans raison, une inquiétude sans raison. Et cette inquiétude est tellement forte que ça empêche la personne de vivre. Voilà. Et il y a une particularité de trouble anxieux qu'on appelle le trouble hypochondriaque, où la personne va avoir l'impression qu'elle souffre d'une maladie incurable qu'on n'arrive pas à détecter. Donc la personne va faire un tour de tous les hôpitaux, on fera tous les bilans, on dira qu'il n'y a rien, mais la personne sera toujours convaincue qu'elle est malade. Donc il y a beaucoup de signes, on ne peut pas tous les citer ici. J'ai essayé de donner quelques signes. Les signes les plus récurrents. Les plus récurrents, voilà. D'accord. Il me souvient quand on était encore jeune ou bien enfant, il y avait notre voisin. La nuit, son enfant criait dans son sommeil. Il criait dans son sommeil au point qu'on a fini par l'interner. Est-ce aussi un signe de trouble mental ou de maladie mentale? Oui, ça dépend de... C'est pendant son sommeil. Hein? Oui, ça dépend. Quand il fait jour, il est bien, mais c'est quand il dort que le problème se pose. Ça dépend de l'âge. Ça dépend de l'âge. Si c'est un petit enfant, il y a ce qu'on appelle les terreurs nocturnes. Chez les enfants, c'est des cauchemars. C'est des cauchemars que l'enfant vit. Et ces cauchemars ne sont pas suffisants pour parler de trouble mental. On dira qu'il y a trouble mental s'il y a d'autres signes associés. D'accord. Voilà. Dans ce deuxième sujet, nous allons découvrir deux services clés de l'hôpital psychiatrique de Zébé. Il y a l'urgence psychiatrique et le service de psychologie. Si le premier est considéré comme la porte d'entrée de l'hôpital où se définissent les modes d'hospitalisation, le second est un espace dédié à faire le point sur les difficultés du patient. Suivez plutôt. Ici, c'est l'urgence psychiatrique. Donc, toute admission, tous ceux qui viendront pour une consultation en psychiatrie, accompagnés par les parents, donc ils sont admis ici. Et après la consultation, la conduite à tenir, c'est décidé par le médecin qui a consulté. Il arrive des fois que certains patients parmi eux sont agités, agressifs, mais à travers nos techniques que nous disposons ici, avec les soins que nous donnons, et on arrive à maîtriser. Des fois même, après la première soins, même l'agitation est rentrée en ordre. Donc, on poursuit avec les entretiens et les autres conduites à tenir. Ici, c'est tout comme les hôpitaux. On reçoit les patients qui ont des troubles mentaux et après consultation, le diagnostic, on met le traitement et la conduite à tenir. Et c'est un hôpital psychiatrique, donc habituellement les patients viennent agités et ils ont des comportements différents de ceux des autres. Des fois, ils sont dans le déni de leur maladie, donc c'est des difficultés que nous racontons souvent. Donc il faut être prudent, surtout pendant les consultations. Il arrive qu'on nous agresse et ça arrive souvent. Donc nous sommes un peu prudents lors de la consultation, lors des soins et les autres également. C'est tout comme un hôpital, il y a des gens, ils viennent, on leur fait des soins, les injections, les perfusions, et puis les entretiens. C'est ça qui est très important également ici, parce que nous sommes en psychiatrie. Il y a certains patients même qui viennent sans médicaments même, pas des entretiens, ils arrivent à se retrouver. Donc on met les médicaments et puis la parole. Et les difficultés majeures, je parle des agitations des patients. Ils sont agités, ils n'acceptent pas leur maladie. Donc, des fois, on est obligé de faire un effort pour les convaincre à accepter d'abord la maladie avant de commencer les soins. Après l'admission des premiers soins, et
ils arrivent à comprendre le bien fondé de ce que nous prodiguons, donc ils adhèrent facilement. Nous assurons l'accompagnement psychologique des patients à travers les thérapies appropriées au cas par cas, selon les pathologies. Et nous mettons un accent sur la psychoéducation des patients et des familles. Et il s'agit d'expliquer les symptômes de la maladie aux patients et à leurs familles, pouvoir amener les patients à comprendre leur maladie et les amener à accepter leur maladie et maintenant les amener quand même à adhérer au traitement. Et surtout à travers les sensibilisations sur l'importance de l'observance thérapeutique. Donc, nous passons aussi des tests. Il y a les tests de personnalité, les tests pour évaluer la dépendance aux substances psychoactives. Nous faisons des ateliers thérapeutiques et ces ateliers permettent aux patients de réapprendre les habiletés sociales, et d'être autonomes à la sortie. Parce que suite à la maladie, il y en a qui perdent carrément l'habileté, ils n'arrivent plus à se doucher tout seuls, ils n'arrivent plus à s'occuper d'eux-mêmes, n'arrivent plus à faire les travaux domestiques. Alors, à travers les ateliers, donc, on les rééduque, on les réapprend ces habiletés sociales. Nous avons aussi les groupes de parole, au cours desquels nous discutons des différents thèmes. On peut prendre la maladie aujourd'hui, les symptômes de la maladie, les facteurs déclenchants et les facteurs de maintien de la maladie, les causes des rechutes, et maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter la rechute. Et on les amène à identifier les signes précurseurs de la maladie. Et quand la personne arrive à identifier les signes précurseurs de la maladie, c'est plus facile de faire un suivi. Et quand elle se sent mal, bien quand elle connaît ces signes, donc à l'apparition des premiers signes, elle peut venir à l'hôpital. Nous faisons aussi les sensibilisations pour la population à travers les médias. On essaie d'expliquer quand même les symptômes de la maladie à la population. Et puisque dans nos localités, les gens ne sont pas vraiment informés sur les maladies mentales et les symptômes. Comme ça, dès l'apparition des premiers symptômes, ils peuvent amener la personne à l'hôpital ou bien orienter la personne vers une prise en charge. Et nous faisons la prévention dans les écoles. Donc on fait les sensibilisations dans les écoles, la prévention sur les maladies, sensibilisation surtout sur la consommation des substances psychoactives et les problèmes qui sont liés à la consommation des substances psychoactives et surtout le lien entre la consommation de ces substances et la maladie mentale. C'est bref ce que nous faisons. Et tout ça là, c'est pouvoir amener le patient à être autonome. Et pour ceux qui sont là pour les problèmes avec leurs substances, c'est pouvoir les amener à rester abstinents. Surtout dans le centre quand même, mais par moment, on va vers la population. Voilà. Docteur, nous venons de suivre vos deux collaborateurs. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter à leur intervention? Bon, ils ont tout dit. Moi, je pense qu'ils ont abordé la prise en charge qu'on fait à l'hôpital psychiatrique. Et c'est une prise en charge qui a 3 volets. Il y a un volet prescription médicamenteuse, c'est-à-dire que des soins par des médicaments. Il y a un volet psychothérapeutique, c'est-à-dire que des soins par l'accompagnement psychologique. Et puis il y a un volet social. Un volet social où quand les gens sont stabilisés, j'ai dit tantôt que beaucoup souffrent de certaines affections qui font qu'ils n'ont pas pu apprendre un métier, ils n'ont pas pu aller à l'école et ils sont désocialisés. Donc il y a un volet social où on essaie de les déjà apprendre les habiletés sociales et de les préparer pour retourner dans la vie active. Nous sommes sur ce plateau ce soir avec le docteur Essodina Padja,
Il est urologue au CHU Sylvanus Olympio. Nous allons parler ce soir des dysfonctions érectiles ou troubles de l'érection. Vous convenez avec moi? Bien sûr, oui. Ok. Alors pour planter le décor ce soir, docteur, dites-nous, l'érection, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, merci pour l'invitation de ce soir, pour qu'on puisse en parler de ce problème assez fréquent, vous l'avez dit dans votre introduction. D'abord, avant de définir ce que c'est que l'érection, il faut qu'on parle de l'érection. Ça concerne quel organe? L'érection, cela concerne la verge ou le pénis communément appelé. Et le pénis fait partie, c'est un organe qui fait partie de l'appareil génital masculin et le pénis et les testicules constituent les organes génitaux externes chez l'homme. Et à quoi ça sert le pénis ou la verge? Le pénis sert dans un premier temps à avoir une activité sexuelle. D'accord. Deuxième chose, c'est que vous avez remarqué, quand on urine, c'est par là que sortent les urines. Donc, c'est un organe aussi qui nous permet, à travers le canal urétral, à évacuer les urines qui sont emmagasinées dans la vessie. Et le troisième point aussi, le pénis intervient dans la fertilité, puisque lors des rapports sexuels, c'est à travers le même canal aussi que sort le sperme pour aller au sein de la cavité vaginale de la partenaire. Donc, la verge, c'est un organe sexuel masculin, d'accord, mais qui est composé essentiellement de 3 corps érectiles. Donc, il y a 2 corps caverneux qui sont au-dessus et en bas, on a un corps spongieux qui se prolonge en avant, comme on le voit sur le schéma, par le gland. Alors, si on revient à votre question, l'érection, en fait, c'est un phénomène vasculo-tissulaire très complexe qui consiste en fait à transformer, je vais essayer d'expliquer vraiment très simple pour que les gens puissent comprendre, donc qui consiste à transformer une verge totalement flaccide et flasque en une verge rigide, beaucoup plus longue, beaucoup plus volumineuse, afin de permettre à la personne ou au monsieur d'avoir une activité sexuelle convenable. Alors, le fait de rendre, qu'est-ce qui permet à cette verge de devenir rigide et plus longue, plus grosse? C'est en fait lié à un afflux de sang qui va suivre les vaisseaux sanguins et aller s'engorger au niveau des tissus érectiles qui sont en fait comme une éponge qui consiste à recevoir ce sang, et au fur et à mesure que le sang arrive au niveau de la verge, les tissus se remplissent énormément de sang. Cela fait augmenter la pression, le volume et la longueur de la verge pour avoir suffisamment une verge rigide pour avoir les érections. Alors, je disais que c'est un phénomène complexe parce que quand on explique, on a l'impression que c'est assez simple. Mais non, parce qu'il y a énormément de facteurs qui entrent en jeu. Parmi ces facteurs, on a les facteurs psychologiques, on a les facteurs tissulaires, on a les facteurs hormonaux, on a les facteurs relationnels, ça veut dire que celui avec qui vous convenez à faire l'activité sexuelle, il faut aussi que cette relation puisse répondre afin que cela puisse vous permettre d'avoir les rapports qu'il faut. Et en dehors de ça aussi, on a les facteurs tissulaires. Je ne sais pas si j'ai cité ça ou pas. Voilà. Donc, il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu afin qu'on puisse avoir une érection. Une bonne érection. Un peu. Ouais. D'accord. Alors, docteur, et quand va-t-on parler de troubles de l'érection ou dysfonction érectile? Les troubles de l'érection ou dysfonction érectile, c'est lorsque quelqu'un a du mal à avoir une érection, d'accord, d'une façon récurrente ou d'une façon permanente, et que cette érection, soit il a du mal à l'avoir, ou soit il a du mal à l'entretenir ou bien à la maintenir afin de pouvoir permettre une érection, des rapports ou bien une activité sexuelle satisfaisante. Donc voilà, c'est lorsqu'il y a une difficulté à avoir ou à maintenir cette érection pour permettre une activité sexuelle satisfaisante. Quand on parle de troubles de l'érection.
Alors, on en parle lorsque il y a une histoire de durée là-dedans, parce qu'il y a des gens qui, lors d'une soirée, peut-être que ça s'est mal passé avec une partenaire, et puis le lendemain, il panique, il va consulter. Là, on ne peut pas parler d'un trouble de l'érection ou bien d'une dysfonction érectile. Ça s'appelle une panne transitoire qui, au fil du temps, peut-être va disparaître. Maintenant, pour qu'on considère vraiment que c'est un trouble et que c'est une pathologie, il faut une durée au moins de 3 mois. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas de facteur de risque connu, il faut une durée de 3 mois. Maintenant, lorsque quelqu'un a des circonstances connues, des facteurs de risque qui sont là, bien présents, là, on n'est pas obligé d'attendre jusqu'à cette durée de 3 mois. Au bout de un mois, voire quelques semaines, la personne peut déjà consulter et amorcer voilà, la prise en charge. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Alors, dites-nous, docteur, est-ce que le problème est récurrent chez nous, ici au Togo? Est-ce que vous recevez souvent en consultation ces hommes qui souffrent de ces troubles? Oui, c'est la dysfonction érectile. Bon, comme cela puisse paraître assez surprenant, c'est l'une des pathologies les plus fréquentes en urologie. C'est très fréquent et ça commence assez tôt. Déjà à 18 ans, le jeune homme qui commence à avoir une expérience sexuelle, dans ce groupe d'âge, on a déjà un certain nombre qui ont des dysfonctions érectiles. Et cela peut aller jusqu'à 12%. D'accord, donc de 18 à 20, 25 ans, ça peut aller jusqu'à 12%. Et là, ça va très vite. Déjà, à partir de 40, 50 ans, c'est pratiquement un tiers de la population. Et au-delà de 70 ans, autour de 70 ans, c'est pratiquement la moitié des hommes. Et effectivement, on en reçoit énormément durant nos consultations. Mais bon, il faut aussi le dire, souvent les gens, ils ont du mal à aller vers le médecin, ou parfois même ça me fait rire un peu, parce que quand ils viennent, ils n'osent pas sortir le mot en question, ils n'osent pas avancer sur le terrain et dire au médecin oui docteur, je suis venu pour ça. C'est en posant les questions, lorsque vous arrivez à ce niveau, il est content, il se dit mais tiens, c'est comme s'il lisait dans mes pensées et tout, et puis il profite pour que vous puissiez en parler. Voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur. Vous venez tantôt d'amorcer des chiffres. Je rebondis sur ça pour vous demander, est-ce qu'on peut avoir une idée de l'incidence de la maladie ici au Togo? Au Togo, bon, actuellement, on n'a pas de chiffres assez précis, mais il y a une étude qui est en cours au CHU Sylvanus Olympio. Donc, je pense que jusque-là, on va travailler avec le CHU de Kara et puis avec le personnel. Ce n'est pas que les urologues, il y a aussi les sexologues qui s'occupent de ça. Je pense qu'on est en train de mener une étude assez globale pour pouvoir avoir des chiffres très précis et savoir ce qu'il y en est au Togo. N'oubliez pas surtout de partager ces chiffres avec nous. Oui, il n'y a pas de souci. Nous allons évoluer dans cette émission. Nous allons aborder le premier sujet de cette émission. Il existe bel et bien des causes qui peuvent expliquer la survenue des dysfonctions érectiles. Selon les spécialistes en urologie, bien évidemment. Mais la rue aussi a ses propres idées sur les causes probables de ces troubles de l'érection. Quelles sont les informations données par les uns et les autres sur le sujet? Micro-trottoir, allons-y. Je vois qu'il y a trop de problèmes de plaie. La plaie qui est dans le corps, tu vas voir que tantôt tu manges quelque chose et tu vas sentir qu'il y a la chaleur qui vient dans ton corps et on dirait que c'est ulcère. Mais à base de cela, moi, je ne sais pas trop ce qui serait à la base, mais ce que je vois, c'est des fois, tu vas garder l'urine aussi. Et je vois que le fait de garder l'urine dans le... Parce que le moment où tu veux aller pisser, tu ne te lèves pas trop pour aller pisser. Je vois que ça peut causer quelque chose. Donc si aujourd'hui je vais vous dire directement que c'est problème de faiblesse sexuelle, bien quoi que ce soit, bon, je vais dire premièrement que peut-être ça dépend de l'alimentation, ce qu'on consomme aujourd'hui.
et dans ma port et le que là voilà quoi faire mes bords donc à echanana bena et une soumati seunle et document et dépend le que non a kun soit au lele après mero allo le comero. De façon générale, quelles sont les causes des dysfonctions érectiles? Lorsque j'expliquais un peu ce que c'est que la physiologie de l'érection, je vous ai parlé de plusieurs facteurs qui intervenaient et au total il y en a 6. Donc on a les facteurs psychogènes, on a les facteurs tissulaires, on a les facteurs vasculaires, on a les facteurs neurologiques, on a les facteurs endocriniens et on a les facteurs relationnels. Alors, ceci veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un souci concernant un des facteurs, forcément, cela peut entraîner la dysfonction érectile. On va les prendre un à un. Les facteurs psychogènes, je pense que le micro du trottoir a tout dit. Les rapports sexuels, c'est votre dernier souci. Même si votre épouse vient tapoter sur vous, chérie et tout, ça ne se réveille pas. Même la dame, elle risque de prendre une gifle parce que le monsieur va vous dire ben, écoute, c'est pas ça c'est mon dernier souci, laisse-moi, je suis en train de réfléchir à comment vous allez manger demain et tout. Alors, lorsqu'on prend les facteurs cardiovasculaires, c'est l'élément le plus important dans l'érection. Pourquoi? Parce que c'est le système vasculaire qui va drainer le sang, qui va entraîner l'afflux du sang du cœur vers la verge pour que les corps érectiles puissent se remplir de sang, avoir une longueur et une rigidité suffisante. Lorsqu'on a un problème de vaisseau, les vaisseaux sont rigides, les vaisseaux n'arrivent pas à envoyer le sang qu'il faut, c'est tout à fait normal que la verge ne puisse plus se remplir de sang et avoir une érection normale. Alors, le problème endocrinien, c'est quoi? C'est que dans cette genèse ou bien dans ce mécanisme complexe de l'érection, il y a énormément d'hormones et de neuromédiateurs qui interviennent. Lorsqu'il y a des troubles de ces hormones-là, cela entraîne aussi une dysfonction érectile. Et en dehors de ça, vous avez les facteurs tissulaires. Les facteurs tissulaires, en fait, c'est au niveau de la verge elle-même. La verge, pour que le sang puisse venir à la verge et remplir les corps caverneux, il faut qu'elle soit bien souple. Il faut que le tissu érectile, qui est un muscle lisse, soit capable de recueillir, d'accueillir le sang jusqu'à un certain niveau afin que cela augmente la pression. Alors, lorsqu'il y a une fibrose là-dedans, ou soit lorsqu'il y a un traumatisme ou quelque chose, cela empêche effectivement l'afflux du sang et donc, partant de là, ça va forcément entraîner une dysfonction érectile. On a les facteurs relationnels. Les facteurs relationnels, c'est quoi? C'est que chez la dame, il n'y a aucun problème, chez le monsieur, il n'y a aucun problème, mais vous êtes en conflit. Vous rentrez à la maison, ben, c'est la bagarre avec la dame. Forcément, la nuit, voilà, les organes aussi sont en conflit et donc ça va être un peu compliqué. Donc, ce facteur aussi est très important. Maintenant, en dehors de tout cela, vous avez ce qu'on appelle les causes iatrogènes. Ces causes iatrogènes, en fait, c'est des causes induites, soit par des traitements que nous prenons, notamment les traitements pour la tension, les traitements pour les cancers, les traitements pour l'épilepsie, les traitements pour la dépression, les traitements pour les maladies psychiatriques, ce qu'on appelle les neuroleptiques. Tous ces traitements-là peuvent entraîner un peu ce qu'on appelle la dysfonction érectile. En dehors des traitements, vous avez certains types de chirurgie, notamment lorsqu'on va aller opérer au niveau du pelvis, on enlève les organes, notamment la prostate ou bien une tumeur du rectum. Et forcément, en enlevant, on va toucher certains tissus autour qui contiennent les nerfs, qui vont entraîner, conduire l'influx nerveux, favoriser l'érection. Et donc, lorsque vous coupez ça, c'est comme vous avez coupé les voies. Donc, forcément, il y aura la difficulté à avoir des érections. En dehors de la chirurgie, vous avez la radiothérapie. Donc, pour quelqu'un qu'on a traité pour un cancer de prostate ou bien un autre cancer, on a envoyé les rayons dans la zone du pelvis, effectivement, ça agit aussi sur l'érection. Maintenant, en dehors de ça, j'avais oublié de parler des facteurs neurologiques. Alors, docteur, quels sont les symptômes ou les signes de ces dysfonctions érectiles?
Les symptômes, ils sont assez simples. Les signes, c'est simple, c'est qu'il n'y a pas d'érection. Alors, docteur, dites-nous, quelles peuvent être les conséquences sur la vie de celui qui souffre de ces troubles de l'érection, mais qui n'est pas pris en charge? Les problèmes érectiles, les conséquences ne sont pas que sur le monsieur. Les conséquences sont d'abord sur lui-même, mais aussi dans sa famille, dans son foyer et aussi même dans la société. Pourquoi? Déjà au niveau du monsieur qui en souffre et dont la prise en charge n'est pas faite, c'est souvent des personnes qui sont, comment dirais-je, ils perdent plus ou moins leur identité. Pourquoi? Parce que parfois, à un certain niveau, ils ne se considèrent même plus comme hommes. Parce que pour eux, pour la plupart des gens, tu es homme, tu n'as pas d'érection, c'est que tu n'es plus homme. C'est des gens qui perdent progressivement confiance en eux. Et quand ils perdent progressivement confiance en eux, cela agit sur la façon dont ils travaillent. Cela agit sur leur reproductibilité au travail, dans la société et tout. Donc, c'est des conséquences qui ne concernent pas que le monsieur, mais qui sont un peu globales. Quand on parle de maladies non transmissibles, de quelle maladie parle-t-on exactement? C'est une panoplie de maladies. Pour définir la question, les maladies non transmissibles sont l'ensemble des maladies qui ne sont pas contagieuses, qui ne sont pas dues à un agent infectieux, notamment un virus, une bactérie ou un parasite. Voilà. Et quand on parle de maladies non transmissibles, en tête de liste, nous avons le tueur international, l'hypertension artérielle, suivi des autres comme le diabète, l'obésité, la drépanocytose, les maladies respiratoires chroniques, les maladies rénales chroniques et autres. Voilà, c'était toutes ces maladies non transmissibles. Et quelle est la situation chez nous ici au Togo, professeur? La situation des maladies non transmissibles, je ne vais pas dire qu'elle est inquiétante, mais c'est une question d'actualité. Vous avez vu, la semaine dernière, au Togo s'est tenue l'Assemblée régionale de l'Organisation mondiale de la santé et sur les questions de santé. Et en tête de liste, les maladies non transmissibles ont été discutées. Et à cette assemblée, l'ouverture a été marquée par une grande participation, celle du chef de l'État qui a honoré l'Assemblée de sa présence, et ce qui veut dire que ces thèmes sont une préoccupation nationale. Et également, vous avez vu les maladies non transmissibles, pour ouvrir même l'Assemblée le dimanche précédent, il y a eu une marche qui s'est tenue à Lomé, et pour montrer à la population nationale et internationale que faire une marche, faire des activités physiques, sortir de la sédentarité pourrait nous permettre de lutter contre ces maladies non transmissibles à 0 francs, ce qui est important. Également, quand on parle de l'importance, récemment, une enquête nationale s'est tenue au Togo pour voir quel était l'état de santé de la population nationale par rapport à ces maladies non transmissibles. Vous parlez des enquêtes STEPS? Les enquêtes qu'on a redoublées, on reviendra tout à l'heure là-dessus. Et donc, comme vous voyez, au Togo, il y a également un programme national de lutte contre les maladies non transmissibles qui est mis en place depuis 2010 et qui a développé un plan stratégique qui a fait mettre en place des structures en charge de la lutte contre ces maladies non transmissibles au Togo. Donc, c'est une préoccupation nationale, c'est un problème de santé, c'est un problème qui nous concerne en tant qu'individu, donc individuellement, au niveau des familles, au niveau des collectivités, les régions.
Donc voilà, c'est une préoccupation donc nationale, les maladies non transmissibles. Est-ce que vous ne pouvez pas nous donner de façon sommaire quelques chiffres, juste pour nous donner une idée réelle de la situation? Je vais donner une idée sur certaines complications des maladies non transmissibles avant d'arriver à leurs facteurs de risque. Quand on parle de maladies non transmissibles, nous avons en tête de liste les maladies cardiovasculaires. Au Togo, nous comptons chaque année au moins 5000 personnes victimes d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux. Et les 50% en meurent avant les 24 premières heures et le reste vit avec un handicap. Et à côté, nous avons également les maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, des crises cardiaques, environ 2000 personnes par an au Togo, c'est assez important. Donc voilà, donc si on veut tenir compte des facteurs de risque, dont le premier, l'hypertension artérielle, c'est une préoccupation nationale. Il y a une dizaine d'années, le Togo avait réalisé sa première enquête nationale, donc populationnelle, qui avait montré que 19% de la population portait une hypertension artérielle. Et cette année, 10 ans après, nous avons refait la même enquête avec une représentativité nationale et qui nous a montré que l'hypertension artérielle atteint les Togolais dans une proportion de 27%. Donc voilà, donc on a atteint 8 points de plus, ça veut dire qu'il y a un véritable problème en termes de maladies non transmissibles. Et suivi du diabète également, le diabète qui était il y a 10 ans de 2,6% des Togolais étaient porteurs de diabète, cette année nous sommes à 5%. Donc ce qui veut dire que le nombre a doublé. Les diabétiques ont doublé. Et c'est vraiment alarmant au Togo. C'est deux grandes maladies qui font le lit de certaines complications qui sont parfois mortelles. D'accord, professeur. Alors vous venez de citer l'hypertension artérielle, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies cardiovasculaires. Doit-on comprendre que ce sont majoritairement ces maladies qui prédominent quand on parle des maladies non transmissibles? Ce sont ces maladies qui sont en tête de liste, mais également, nous ne devons pas oublier les cancers qui actuellement atteignent une proportion très importante et inquiétante. Selon les estimations, chaque année au Togo, nous avons à peu près 6000 personnes qui présentent un cancer, dont environ 3500 vont mourir des suites de ces cancers. Quand nous prenons par exemple ces maladies que vous venez de citer, doit-on parler de causes ou de facteurs de risque? Nous avons deux grandes catégories. Nous avons les facteurs de risque de ces maladies non transmissibles. Ces facteurs de risque, ce sont des facteurs liés à nos comportements. Et donc, ce sont des facteurs que nous pouvons éviter. Donc, quand on prend ces facteurs de risque, je parle par exemple du tabagisme. Le tabac, le fait de fumer fait le lit des cancers, fait le lit des maladies respiratoires chroniques. Je prends la sédentarité, c'est-à-dire que l'inactivité physique. Quand on ne bouge pas? Quand on ne bouge pas, ça aboutit à quoi? Ça aboutit à l'obésité. Et quand on est obèse, là, c'est un cercle vicieux. Ça entraîne certaines complications comme l'hypertension artérielle, le diabète, les maladies articulaires, le gros cœur si je veux être vulgaire. Et donc vous voyez, tout ça, c'est très grave. Donc ces facteurs de risque-là, ce sont des facteurs très importants. L'alcoolisme, le fait de consommer des boissons alcoolisées à longueur de journée, à longueur de mois, ça fait le lit des maladies non seulement cardiovasculaires, mais aussi d'autres maladies comme les cancers, comme la cirrhose. Et voyez, nous pouvons également parler d'autres facteurs. Le fait de consommer du sel en excès fait aussi le lit de ces maladies. Le sel en excès, le gras, consommer beaucoup de gras d'huile fait partie de ces facteurs qui sont des facteurs que nous pouvons éviter.
Donc ce sont des facteurs modifiables. Ce sont des facteurs liés à nos comportements donc, que nous pouvons arrêter si nous le voulons. Pour être en bonne santé. Voilà. Alors, professeur, à part les facteurs modifiables, il y a aussi les facteurs non modifiables, n'est-ce pas? Oui, les facteurs non modifiables, ce sont des facteurs comme l'âge. Plus on avance en âge, plus on peut être sujet aux maladies chroniques qui vont prendre le temps. Donc plus on vieillit, plus on est à risque de faire l'hypertension artérielle, d'avoir le diabète, d'avoir d'autres maladies. Doit-on parler de causes ou de facteurs de risque? Il y a, comme vous le savez, deux grandes entités, les facteurs de risque et les causes. Nous allons venir à niveau, nous allons parler des facteurs de risque d'abord, dont en tête de liste nous avons l'hypertension artérielle. Et comme je le disais tout à l'heure, 27% des Togolais portent l'hypertension artérielle. La majorité d'entre ces personnes ne sont pas au courant d'avoir cette hypertension artérielle. Quelle est la tranche d'âge qui peut être affectée par les maladies non transmissibles, professeur? Moi, je vais dire depuis l'utérus, lorsqu'on est hébergé là-dedans par nos mères, jusqu'au-delà de 60 ans, 70 ans ou plus, on peut avoir une maladie non transmissible. Et je veux parler par exemple des nouveau-nés ou bien qui naissent, il peut avoir la drépanocytose, les maladies cardiaques, le gros cœur, l'asthme par exemple, l'épilepsie et autres. Donc vous voyez, ça n'a pas d'âge. Mais nous savons que vers les 40-50 ans, les risques commencent à monter. Et donc c'est dans cette tranche d'âge-là où on trouve beaucoup plus de personnes à risque de développer les maladies non transmissibles. Merci. D'accord, professeur. Mais dites-nous, professeur, comment se fait le diagnostic de ces maladies? C'est vrai qu'on ne se lève pas comme ça, vous venez tantôt de le dire, on ne se lève pas tout le temps pour aller se faire dépister, prendre sa tension artérielle ou faire un petit test de glycémie. Et ça, ce sont des comportements que nous devons adopter normalement, mais nous ne le faisons pas. Maintenant, Cynthia a été admise, on a pris soin d'elle. Nous voulons savoir sur ce plateau comment se fait exactement le diagnostic des maladies non transmissibles. Ça commence par une volonté. Aller vers un personnel de santé et aller dire, bon, je ne suis pas, monsieur le médecin ou monsieur ou madame l'infirmière, je ne suis pas malade, mais je viens vers vous pour voir si j'ai une maladie. Ça, c'est chez une personne saine, dite saine. Et donc, vous y allez, le médecin va prendre les constantes, comme on le dit, la tension, le poids, la taille, mesurer le taux de sucre dans le sang, vous examiner et à partir de là, faire une conclusion. Il va demander des examens complémentaires comme des examens de sang, des examens comme la radio, l'électrocardiographie, parfois l'échographie, et à partir de là, va vous statuer sur la normalité à ce jour-là de votre état de santé ou bien l'existence d'une maladie qui s'est installée. Mais également, le médecin pourra attirer votre attention sur certains facteurs de risque. Notamment, il prend votre taille, il prend votre poids et couplé à ça, les deux, et il va mettre en place un examen, comme on dit, l'index de masse corporelle, pour voir si vous êtes maigre ou bien vous êtes en surpoids ou vous êtes obèse. Et donc, à partir de là, donc, de ces constats d'examen, on peut vous orienter. L'objectif que nous tous nous poursuivons, c'est la prévention des maladies non transmissibles, professeur. Et la bonne santé des Togolais. Vous convenez avec moi? Oui. Alors, est-ce que vous avez réussi à mettre en place un système de communication pour la prévention de ces maladies non transmissibles? Le système de communication, c'est ce que nous faisons là, vous et moi. Mais également, les agents de santé communautaire, également jusqu'à eux, ils ont une formation pour dépister, conseiller et orienter les malades vers la structure de santé la plus proche.
Ça, c'est de bouche à oreille. Et également à travers certaines communications dans les radios communautaires, à travers certains documents que nous avons élaborés à la disposition et mis à la disposition des personnels lorsque nous déployons nos personnels, nous donnons ces documents et il ne reste qu'à lire les documents pour pratiquer les directives du ministère de la Santé. Pour mieux comprendre l'embolie pulmonaire ce soir, nous recevons Dr Zouera Sesso Traoré. Elle est cardiologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir Olive. Comment vous allez? Ça va. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Mais bon, je vous remercie de m'avoir invité sur ce plateau. D'accord. Afin de faire la promotion de la santé, tout en amenant la population à connaître assez bien les maladies cardiovasculaires et également les prévenir. En tout cas, merci d'avoir accepté et d'avoir répondu à notre invitation. Nous allons parler justement de l'embolie pulmonaire, une maladie fréquente mais méconnue. Dites-nous, qu'est-ce que c'est exactement? Bon, pour répondre à votre question, l'embolie pulmonaire, je vais la définir tout simplement. Il s'agit d'une migration d'un thrombus. Le thrombus, c'est un caillot de sang dans l'arbre artériel pulmonaire et qui sera responsable d'une obstruction brutale qui va être complète ou partielle d'une artère pulmonaire ou l'une ou de plusieurs branches de cette artère pulmonaire. Bien sûr que cette obstruction aura forcément des conséquences à la fois respiratoires, à la fois cardiaques et éventuellement hémodynamiques. Nous y reviendrons dans la suite de l'émission. Voilà. On parle aussi d'embolie pulmonaire massive et d'embolie pulmonaire bilatérale. Quelle est la différence? L'embolie pulmonaire massive reste une définition, dirons, scanographique. C'est une embolie pulmonaire qui sera responsable de plus de 50% de l'obstruction du vaisseau de l'artère pulmonaire. Donc si un caillot de sang bouge plus de 50% du calibre de l'artère pulmonaire, on parle d'une embolie pulmonaire massive. Parce que généralement, elle va s'accompagner des complications, à la fois la chute de la tension artérielle, d'une détresse respiratoire. Ça va entraîner tout ce qui est signe d'insuffisance cardiaque. Le patient, il aura des œdèmes des membres inférieurs, il aura une ascite, de l'eau dans le ventre, de l'eau dans les poumons et tout ça. Vous voyez, donc c'est une embolie pulmonaire grave. En même temps, la bilatérale, elle va toucher forcément les deux branches de l'artère pulmonaire. Vous savez, l'artère pulmonaire, il y a le tronc artériel qui ensuite va se bifurquer, donner la branche gauche et la branche droite. Donc la bilatérale va toucher forcément la branche gauche et la droite. On parle aussi d'embolie pulmonaire foudroyante. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? La foudroyante, ce n'est pas une définition médicale, mais si je peux l'expliquer, c'est une embolie pulmonaire qui sera responsable d'un arrêt cardiovasculaire. Le patient, il tombe, il fait un arrêt, on peut le ressusciter, ou carrément, cette embolie pulmonaire entraînera un décès dans les quelques minutes ou quelques heures qui suivront. Et le docteur dit tout non. L'embolie pulmonaire, elle existe bel et bien chez nous au Togo ici? Si, elle existe bel et bien. Est-ce qu'on peut avoir une idée générale de la prévalence de cette maladie? Vous savez, depuis, disons que l'embolie pulmonaire était une maladie méconnue. Et si je peux vous dire, au Togo, en 2015, on avait une prévalence d'à peu près 3,1%. Et ça, ce n'était pas des études qui sont faites dans la population générale, mais c'est des prévalences hospitalières. On regroupe quelques patients hospitalisés et puis on regarde combien on fait une embolie pulmonaire. Donc, en 2015, on était à 3,1%. Aujourd'hui, nous sommes à presque 8%. Si on prend 100 patients hospitalisés dans le service de cardiologie, 8 personnes feront l'embolie pulmonaire. Mais voilà, c'est beaucoup. Il faut signaler que le risque est lié à l'âge. Si on prend 10 000 personnes qui ont moins de 40 ans, une personne fera l'embolie pulmonaire. Mais en même temps, si on prend une des personnes qui ont au-delà de 60-65 ans, sur 100 patients, une personne fera l'embolie pulmonaire. Le risque a assez augmenté, surtout avec l'avènement de la Covid.
on s'est rendu compte que la Covid-19 est une maladie très emboligène. Moi, je vous donne la prévalence de l'embolie pulmonaire aussi à Lomé commune, qui est le centre dédié pour la prise en charge des patients testés positifs. Voilà. Donc là, nous sommes à peu près à 23,1% de cas d'embolie pulmonaire. Et tenez-vous bien, les 2/3 des patients qui ont fait des formes sévères avaient une embolie pulmonaire associée, et les formes critiques, ça c'est les formes très très sévères. Je dirais que 100% des personnes qui ont fait des formes critiques de la Covid-19 avaient une embolie pulmonaire associée. Vous voyez, cette maladie peut toucher tout le monde peut en souffrir. Je pense que c'est l'intérêt de ce sujet ce soir. Tout le monde doit connaître cette maladie. Voilà. Savoir l'éviter. Je voulais aussi ajouter que c'est la principale cause de mortalité chez des patients cancéreux, chez des parturientes, chez les femmes enceintes. Vous voyez? Et 15% de décès de causes méconnues sont liés à l'embolie pulmonaire. Bien sûr, elle est grave, tout ce qu'on raconte, mais dans certaines circonstances, elle est très évitable et on peut en guérir complètement. Comment reconnaître maintenant les symptômes de cette maladie? Bon. Pour nous, citoyens lambda, comment savoir que la personne que j'ai en face de moi souffre d'une embolie pulmonaire? Généralement, les gens ne le savent pas. Mais si vous ressentez, par exemple, une douleur dans la poitrine qui est prolongée, qui dure au-delà de 5 minutes, c'est une douleur généralement spontanée. Vous êtes là, vous commencez par avoir mal. Ça peut être une douleur à type de poing de côté ou à type de coup de poignard. Et sans vous ne trouvez pas de position antalgique. En dehors de la douleur, il peut s'agir d'une dyspnée. On parle d'essoufflement. C'est un essoufflement aussi brutal et qui peut s'aggraver avec le temps. Et ça partira d'un essoufflement peut-être banal à une détresse respiratoire aiguë. Donc les deux signes sont vraiment des signes d'alerte pour moi, à ne pas rester à la maison lorsque vous ressentez ces signes. Bien sûr qu'il y a d'autres signes qui ne sont pas classiques, hein, qui peuvent également, qui peuvent également annoncer une embolie pulmonaire, telle qu'une accélération du rythme cardiaque, la toux, vous toussez. Si vous toussez et que vous crachez du sang, c'est des crachats qui sont mélangés à du sang, ou quelqu'un qui fait un malaise brutal, il faut aller chercher une embolie pulmonaire. Voilà les quelques signes qui peuvent amener la personne, disons, qui peuvent vous alerter au besoin pour aller vous faire consulter. Les crachats teinteux de sang sont donc un symptôme de l'embolie pulmonaire. Si quelqu'un tousse et qu'il y a du sang dans les crachats, il n'y a que 2 diagnostics auxquels il faut penser. Si ce n'est pas l'embolie pulmonaire, c'est la tuberculose. Justement. Voilà. J'allais vous poser la question de savoir, est-ce que la tuberculose ne serait pas un facteur de risque d'embolie pulmonaire? Si, parce que la tuberculose est une infection comme tant d'autres. Hein. Donc, toute infection va entraîner ce qu'on appelle une lésion de la paroi d'un vaisseau. Et tant qu'il y a la lésion, on y reviendra parce qu'il n'y a que 3 facteurs qui prédispose à la formation d'un caillot. Donc, on a la lésion de la paroi du vaisseau et vous savez, à l'intérieur du vaisseau, il y a des substances qui sont très emboligènes. C'est pour ça que la lésion n'est pas normale. Si vous avez une lésion, ça va enclencher, la coagulation et tout de suite, le caillot de sang va se former. Voilà. Alors, docteur, dites-moi, est-ce qu'il y a des signes d'alerte de survenue de cette maladie? Non, mais je viens de le dire, les signes d'alerte, quelques signes que vous devez savoir, c'est la douleur thoracique et la dyspnée, l'essoufflement. Mais les deux arrivent brutalement. Et les varices que nous voyons souvent, est-ce que ça peut être un signe d'alerte de l'embolie pulmonaire? Les varices ne sont pas des signes d'alerte, mais par contre, c'est un facteur favorisant. Vous pouvez avoir des varices et ne pas faire une embolie pulmonaire. Les varices, c'est un facteur favorisant, puisque, si je peux la définir, les varices, c'est la dilatation des veines, je viens de le dire, des veines qui sont sous la peau. C'est une dilatation permanente, mais qui s'accompagne d'une, disons, destruction des valves
de ces veines-là. Vous voyez? Donc, c'est un facteur favorisant puisque comme les veines deviennent faibles, le sang ne passe plus comme il le faut. D'accord. Comment prévenir l'embolie pulmonaire? Comment prévenir cette maladie? Vous savez, tout part d'un caillot de sang qui se forme dans une veine. Généralement, dans la veine des jambes. Ça part de là. Mais comment faire, comment empêcher que le sang ne stagne dans les veines? C'est qu'il faut faire fonctionner vos mollets. Tout passe par là. Donc, si on part de là, je prends l'exemple des femmes enceintes, parce que ça me tient en cœur. Les femmes enceintes, tout ce qu'il faut faire pour éviter la formation d'un caillot de sang, c'est qu'il faut généralement marcher. Il faut s'hydrater assez. Il faut surveiller la prise du poids. Vous savez, vous êtes femme comme moi, on prend assez de kilos pendant la grossesse. Donc, il faut vraiment faire attention, surveiller, surtout que quand on a des antécédents de thrombose ou on a d'autres facteurs qui sont associés, il faut vraiment faire attention à la prise de poids. Il faut, bon, lorsqu'on se repose, surlever un petit peu les jambes. Il faut beaucoup s'hydrater et éviter surtout de rester assis, disons de rester assis aussi longtemps que possible. Si vous restez assis au-delà de 2 heures, il faudra se lever et marcher, faire 5 minutes de piétinement et tout ça. Surtout éviter de croiser les jambes. Et pour finir, il faut porter des bas de contention, surtout quand on sait qu'on a des antécédents de maladies thromboemboliques veineuses. Maintenant, ça, c'est pendant la grossesse. Le docteur Alognon l'a dit, après une césarienne, il faut se lever rapidement. Il y a d'autres qui sont couchés, ce sont les belles-mères, les mamans qui font tout, ce n'est pas conseillé. Donc, quand on vous dit de vous lever, c'est pour prévenir éventuellement l'embolie pulmonaire. Il faut porter les chaussettes, les bas de contention. Vous allez me demander pourquoi on parle toujours, on revient toujours. Ces bas de contention vont exercer une pression sur les muscles du mollet et ainsi ça va stimuler, disons, la circulation sanguine. Donc la levée précoce, le port des bas de contention, se lever, faire des mouvements aussi rapidement que possible. Maintenant, si la personne, parce qu'on a mal après une césarienne, il faut forcément que le gynécologue prescrive des médicaments, des anticoagulants, des médicaments qui vont aider la dame, qui vont fluidifier le sang. Et éviter ainsi la survenue d'une embolie pulmonaire. Si, c'est l'objectif du traitement, c'est permettre, entraîner la fluidité du sang tout en prévenant la formation des caillots. Voilà. Donc je prends, ça c'est l'exemple de la femme enceinte, de la femme césarisée. Si je prends les longs voyages, un voyage qui durera au-delà de 5 heures. Par exemple, si vous avez déjà fait une embolie pulmonaire ou vous avez fait une thrombose veineuse, avant le départ, il faut forcément revoir votre médecin qui vous prescrive les anticoagulants. C'est une injection qu'on vous fera 6 heures avant le vol pour empêcher la formation des caillots, parce que nous savons que le voyage en avion est un facteur de risque. Pourquoi? Vous allez me demander pourquoi. C'est parce que dans l'avion, il y a un défaut d'oxygénation et puis les gens sont immobilisés. Vous voyez les sièges dans l'avion, c'est un siège étroit. On est coincé là-dedans. Le port du siège, disons le bord du siège qui va coincer les jambes et ainsi entraîner des compressions mécaniques. Le fait qu'on soit immobilisé, on croise les jambes et vous voyez un vol, je donne un exemple, Lomé-Paris fait 6 heures. Or, le risque est multiplié par 4 lorsque le voyage dure au-delà de 4 heures. Donc vous voyez, maintenant pour quelqu'un qui en a souffert déjà, il faut forcément retourner voir votre médecin avant le départ qui vous propose un traitement anticoagulant, qui vérifie si vos médicaments, vous continuez à bien prendre les médicaments ou pas, si le traitement marche ou pas. Si vous souffrez par exemple des varices ou d'une insuffisance veineuse, le médecin vous proposera bien sûr en prévention des chaussettes ou des collants ou des bas de contention. Donc, il faut surtout en avion éviter de porter des vêtements serrés. Il faut s'habiller de façon ample. Il faut surtout
boire assez. Éviter de croiser les jambes, éviter de porter les chaussures serrées, parce que sinon ça a entraîné un gonflement des jambes. Il faut surtout éviter de boire tout ce qui est alcool ou les boissons diurétiques, parce que les boissons diurétiques vont vous faire uriner assez, donc il y aura une perte d'eau, le sang va être plus concentré et ainsi favoriser la formation des caillots. Et le risque, bien sûr, même si vous ne faites pas une thrombose veineuse pendant le vol, à l'arrivée, le risque est permanent jusqu'à 2 semaines même après votre arrivée, voire même 8 semaines. Hein. Vous voyez qu'il faut vraiment faire attention à la descente. Si vous avez bien sûr les jambes qui sont enflées, après un bain tiède ou chaud, normalement ça va revenir et il faut faire une activité physique sportive pendant. J'ai pas fini avec la prévention. Il faut vraiment faire attention au surpoids, à l'obésité. Il faut, disons, conseiller plutôt un sevrage tabagique. Pour nous, les femmes, ce n'est pas seulement la femme enceinte ou la césarisée, on a parlé de la contraception. Il faut un choix adapté de la contraception en fonction des antécédents. Le gynécologue doit choisir la contraception la plus adaptée pour tel ou tel patient. Pour finir, il faut manger bien équilibré et il faut pratiquer une activité physique régulière. Voilà.